Bon, je reprends sur, l'état des lieux du marché. Je reprends sur l'état des lieux du marché et sur les prévisions du cours du BTC. Alors attendez, je vous retrouve juste mon écran, comme ça. Computer sans partager. Hop, alors, bon, pour ceux qui ne savent pas lire un graphique, je vous le dis, c'est le moment de se former les gars. C'est le moment de ne pas rater son cycle en crypto. Là, on va avoir une phase qui est haussière avec un BTC qui va nous faire, je pense, un bon pump sur la fin d'année. Il y a en tout cas des probabilités qui sont assez fortes. Il faut que vous soyez prêts pour ça. Si vous n'avez pas de stratégie de sortie, si vous ne savez pas comment faire, si vous n'avez pas une bonne allocation, vous allez vous faire rect. Demandez à tous ceux qui sont là sur le marché depuis 2021, la plupart n'ont pas pris de bénéfices. Et ils s'en veuillent, ils ont dû attendre encore 4 ans derrière. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de vous former. Si vous ne savez pas comment faire, vraiment, je vous invite à rejoindre la formation Crypto Investor. C'est la formation qu'on a, c'est notre programme de formation. Je vous laisse aller voir les avis, vous verrez, on a accompagné des milliers de personnes, les gens sont tous super contents, ils ont appris plein de choses. L'idée, c'est vraiment de vous rendre autonome. Vous l'achetez une fois, vous y accédez à vie, toutes les mises à jour. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir de manière autonome dans la crypto. On n'est pas là à vous vendre du rêve, on est là pour vous rendre autonome, c'est hyper important, et que vous puissiez bien gérer votre risque en fonction de ce que vous faites et de ce que vous avez investi. Je voulais vous montrer ce graphique que je trouvais assez intéressant. C'est un graphique qui croise plusieurs indicateurs différents pour estimer un petit peu le top du marché. Alors, aujourd'hui, si on regarde ici par rapport aux bornes qui sont données et que historiquement on regarde un petit peu les valeurs qui ont été atteintes à chaque fois qu'on a eu un top, que ce soit là en avril 2024, que ce soit là fin d'année dernière, on estime qu'on aurait un cours entre 145 et 132 000 dollars US hein, pour le cours du BTC. Ça me paraît pas déconnant du tout comme montant. Ça me paraît pas du tout déconnant. Je pense qu'on arrivera vraiment dans cette zone-là. Ici, si vous regardez tous les indicateurs qui sont pris en compte, il y en a que je vous ai déjà présentés, il y en a qu'on vous avez pas dont on ne vous a pas forcément parlé, mais ça me paraît réaliste en tout cas. Et se dire: «On a déjà passé le précédent top», on a fait des petits tops locaux, mais vraiment le gros top, pour moi, il arrivera sur cette zone-là. Peut-être qu'on montera légèrement au-dessus, c'est possible, hein, qu'on va aller frotter un petit peu plus, au-dessus de 145. Mais les gens qui vous disent: «BTC 500 000 cette année», ça serait irréaliste par rapport à l'ensemble des des indicateurs, en tout cas, qu'on suit déjà depuis un certain temps et qui ont déjà montré une certaine fiabilité. Après, vous avez ici le Everything Indicator. Le Everything Indicator, c'est un élément qui va indiquer, en fait, la liquidité mondiale. Plus vous avez de liquidité, plus vous avez d'injections de liquidité qui vont être possibles dans des assets qui sont plus ou moins risqués. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un canal qui est vraiment haussier. C'est un peu ce qu'on suit avec la M2 américaine, hein, entre guillemets. Mais là, on a un canal qui est clairement haussier, et ce qui veut dire qu'on a une vague de liquidité qui devrait arriver sur le marché des cryptos. Et on le voit. Quand on voit les ETF spot, regardez, la vague de liquidité, elle est clairement présente. Bon, sur, sur Ethereum, mais on peut prendre sur BTC aussi. Regardez, c'est incroyable. Et bah, globalement, c'est ce qui est en train de se passer. Si on regarde ici le canal ascendant, donc tout indique pour l'instant qu'on est sur un marché haussier. Et dans les statistiques, si on regarde un petit peu ici d'autres analyses qui ont été faites par d'autres chercheurs, eux, ils l'estiment entre 122 000 et 138 000. 122 000, ça me paraît un petit peu bas quand on voit le cours du BTC qui aujourd'hui est aux alentours des 120 000, si je ne dis pas de bêtises, 119 771. 122, ça me paraît un peu court. Mais effectivement, BTC to the moon. Là, pour le coup, avoir un 138, 145, c'est pas bête en fait. Et si on regarde historiquement, à chaque fois, qu'on regarde d'un point de vue on-chain les datas, les mois d'octobre, entre le 1er et le 31, parce que là, globalement, eux, ils estiment que c'est pour le 31 octobre, hein. C'est pas pour plus tard, c'est pas le futur top. On a eu toujours des belles performances. Donc avoir ici, on a eu un double bottom, avoir ici une ascension vers ces cours-là,
Ça me paraît pas déconnant. Regardez tous les triangles de compression. Là, on a les data on-chain qui nous disent bien qu'on n'a pas topé, hein, ça le rappelle. Qu'on n'a pas encore fait un top de marché contrairement à 2021. Avoir fin du mois un cours qui soit aux alentours des 130 000 $, c'est ça me paraît pas surprenant. Ça me paraît pas surprenant. Donc à surveiller, mais je pense que ce mois-ci, ça va quand même pas mal bouger. Je voulais vous montrer également ce graphique-là. Ce graphique-là, c'est tout simplement les alts contre le BTC. Comme on le voyait comme on le voyait, le les alts ont sous-performé le BTC pendant très longtemps. Là, on a quand même un petit regain de dominance du BTC qui va arriver avant de déclencher une full alt season. Donc aujourd'hui, se dire: «On part full alt sur ce mois-ci», pour moi, de ce que j'en vois, je pense qu'on va plutôt partir full BTC ce mois-ci et les alts qui vont suivre et qui vont surperformer un peu plus tard, une fois que le BTC aura fini cette surperformance. Les inflows sur les ETF ne sont pas dingues. Non mais attends, à quel moment c'est pas dingue d'avoir une courbe comme ça? Elle est quasiment, perpendiculaire. Sur les derniers jours, il y a 2 000 000 $ qui sont rentrés en 4 jours. Je sais pas de quoi tu as besoin si ça, c'est pas dingue, pour toi, en fait. C'est pas parce que tu as regardé les ETF spot Solana où il y a, je sais pas 20 millions qui sont rentrés. Là, oui, ça, c'est pas dingue. Ça, là, je te l'accorde, ça, c'est pas dingue. Les ETF spot Bitcoin et Ethereum, si, surtout le BTC, comme je vous le dis. Et ici, on voit quand même que l'intérêt sur le réseau Ethereum continue continue d'augmenter. On n'est pas sur quelque chose, où il y a rien, où il se passe strictement rien du tout. Là où je suis tombé sur un article, comme je vous dis, quand on fait une analyse, quand on vous présente quelque chose, que ça soit là sur YouTube ou par exemple dans l'accompagnement. Quand on présente un sujet dans l'accompagnement, vous savez, on parle de notre portefeuille, on parle de nos stratégies de farming, on vous présente, l'actualité, on vous présente la macro et on vous présente des sujets, en fond. Et on essaie toujours d'être un peu contrariant parce que même nous, on a des biais. À force d'être dans ce secteur-là, on a des biais, on a des choses qui viennent nous perturber. On a tendance à voir un petit peu les mêmes choses dans le même sens. Donc on essaie de chercher des articles qui sont à l'opposé de notre vision. Et là, par exemple, ça, c'en est un. Quand je vous disais qu'après la BTC season, on a une alt season, qu'on avait eu un peu une surperformance là de l'Ether, mais que sur le mois d'octobre, on risque d'avoir à nouveau une surperformance du BTC. On a le CEO de BitGet, alors il s'appelle Vulgar Uzi, alors je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est le PDG de BitGet qui explique dans une interview qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il y aurait en fait une alt season. Ça me paraît assez surprenant comme discours, mais du coup, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait cette vision-là. Et cette vision-là, c'est de dire: «OK, aujourd'hui, les alts, ils apportent rien». Bon, pour le coup, il a pas totalement tort. Il y a peu d'alts, tous les alts, mais il y a peu d'alts qui apportent réellement de la valeur. Dans les alts qui apportent réellement de la valeur, vous avez ceux qui ont les nouveaux narratifs et même dans ces nouveaux narratifs, il y en a qui apportent aucune valeur. Pour moi, l'alt numéro un qui apporte le plus de valeur, c'est Ethereum, tout simplement. Il y a pas d'ambiguïté sur ça. Lui, ce qu'il voit, il voit uniquement les narratifs avec la partie RWA, la partie IA, la partie DeepMind et il dit que c'est des projets qui sont encore trop jeunes et qui n'apportent pas assez de valeur. En tout cas sur ce cycle-là. Il a pas totalement tort sur ces aspects-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit les produits RWA qui sont dispo, IA et DeepMind, ils en sont au début. Ils en sont au début. Il faut leur laisser le temps de se développer. Il ne faut pas non plus être trop critique sur ces sujets-là. Mais, ils voient pas pourquoi, en fait, les gens quitteraient le BTC pour aller acheter autre chose, en fait, que du BTC ou de l'Ether. Il dit: «Autant à une époque, c'était intéressant d'avoir un peu des alts différents et qui permettaient d'avoir une autre performance, autant aujourd'hui, BTC, Ether et effectivement, vous êtes assez bien exposé au marché».
De là à dire que les liquidités, elles n'iront pas sur les autres altcoins, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que c'est tout simplement des cascades de liquidités et des imbrications qu'il y a. Après, dire que toutes les layers 2 vont surperformer, elles vont avoir l'intégralité des flancs et des capitaux qui vont aller dessus, ça, c'est pas vrai. Mais quand on se retrouve dans une alt season, c'est de la monnaie de singe. Les gens rentrent et ne réfléchissent plus. Ça revient sur cette psychologie dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a cette abstraction du fondamental. Et donc, les mêmes coins, les choses qui n'ont aucun fondamental ou un fondamental très, très limité, ça pose des sérieuses questions. Effectivement, je vois qu'il y en a qui mettent, BNB to the moon. L La société Binance se porte extrêmement bien, donc c'est normal que le BNB se porte extrêmement bien aussi. Donc on ne peut pas dire que tous les alts sont à balancer et qu'ils n'apportent strictement rien du tout. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Aster. Aster montre qu'il y aura sans doute une alt. Pour moi, c'est juste ça, c'est des pumps, c'est des choses qui sont un peu, en dehors de la alt. C'est un peu comme Solana quand il a pumpé, c'est un peu des ovnis par rapport au marché réel des cryptos. Ce discours-là, il l'a tenu sur la Token 2049, qui est une des grosses conférences, hein, crypto, dans le monde, et je vous invite à aller voir les autres conférences. Après voilà, moi je suis pas forcément d'accord avec, sa vision des choses parce que pour moi, les capitaux vont continuer de descendre. Historiquement, ça s'est jamais passé que le marché se coupe avant. Et les imbrications de liquidités sont faites que s'il y en a un qui pump, ça draine les autres. Il y a plein de projets qui ont ces mécaniques-là. Ou quand vous avez une crypto qui de l'écosystème qui va marcher, le reste de l'écosystème va marcher parce qu'elles sont toutes imbriquées, toutes les liquidités sont liées les unes aux autres. Après, dire 100 des cryptos vont monter, on peut en reparler, on peut renégocier la chose. Mais voilà, en tout cas, moi, ma vision des choses. Après, à voir. On vise une alt season pour Q1 2026, tu penses? Ça dépend. Ça dépend de ce que va faire le BTC, ça dépend de ce que va faire l'Ether. Là, pour l'instant, on est dans les clous d'un point de vue timing. Donc si on était dans les clous d'un point de vue timing, ça serait Q1 2026. Si on part sur le graphique que je vous ai montré avec la partie, ISM, on serait plutôt sur un top mi-2026 pour le BTC et du coup fin 2026, ce qui déréglerait la temporalité. Pour l'instant, je m'avance pas sur ce genre de choses parce qu'en fait, on n'a pas assez d'informations pour avoir une probabilité. Ce qui est sûr, c'est que la fin d'année, sur les indicateurs, est bullish. En tout cas, de ce qu'on en voit, ça a l'air d'être bullish. Donc, une forte probabilité. Après, dire Q1 2026, Q2, Q3, Q4, on n'a aucune idée parce qu'on n'a pas cette vision-là encore. Et tous ceux qui vont te dire, c'est sûr à 100% que Q1 2026, on a une alt season, gros pic, et t'inquiète, Q2 2026, on repart en bear market, ils en ont aucune idée en fait. Ils en ont strictement aucune idée et ils ne peuvent pas le savoir. Moi, je te montre les infos que j'ai trouvées. On fait des lives assez régulièrement. Dans l'accompagnement, on en parle plus en profondeur. On vous explique où trouver ces graphiques-là, comment les analyser, comment vous faire votre propre avis dessus. Et à partir de là, c'est à toi de voir comment tu positionnes. Mais dans tous les cas, que la season, elle soit Q1 2026, qu'elle soit là dans un mois, qu'elle soit en Q4 2026, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu saches que tu as la bonne stratégie, il faut que tu saches comment t'orienter et comment appliquer ta stratégie vis-à-vis de ce marché-là. Ça, c'est le plus important. Hop. Je vais prendre quelques questions. Je vais prendre quelques questions avant de vous présenter. Je regarde s'il me reste. Il me reste une petite bricole que je voulais vous présenter. Ouais, il me reste une petite bricole que je vais vous présenter. Mais sinon, je vais prendre vos questions. Hop. Du coup, on a abordé les sujets pas forcément dans le bon ordre. Hop. Solana reste car il y a la communauté, rien d'autre ne justifie son cours. Et il y a juste les mêmes coins, c'est tout. C'est juste parce qu'il y a les mêmes coins sur Solana qu'en fait, ça reste. Technologiquement parlant, les trucs, tellement à dire sur Solana. Ce qu'ils ont fait encore avec les validateurs encore récemment, où ils bloquaient des transactions, ils bloquaient des blocs, parce que ça leur convenait pas. Super la blockchain décentralisée. Super la blockchain décentralisée.
Alors, je vais regarder. Ça passe à 36 les gens. Ça, je crois que c'est la flat tax. J'ai entendu parler de ça. Alors, je vous avoue, je reste très loin des aspects, politiques et déclarations et autres qui sont faites, parce que d'une, ça me saoule, littéralement. Ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, les mecs se tirent tous la couette, plus les uns vers les autres, qu'il y en a aucun qui pense réellement au pays, qui pense chacun à leur gueule et que c'est à celui qui va s'en mettre le plus dans les fouilles le plus rapidement, possible. Donc c'est pour ça que je suis pas et puis entre ce qu'il dit et ce qui est appliqué, il y a quand même un monde littéral entre les 2. Miss AVSAE, ils vont la passer à 36, c'est sorti cette semaine. Ouais, après, faut qu'ils l'appliquent encore, faut que ça soit voté, que ça soit mis en place. Tu prends le Canada, c'est 50. Ouais, mais je crois qu'il y a des exceptions sur le Canada. C'est pas 50 brut, comme ça. Donc ouais, ouais, c'est qu'un projet, hein, c'est qu'un projet. Il ferait mieux de baisser toutes les prestations, de dégager des hauts fonctionnaires et autres. Il y a vraiment de quoi faire, pour faire des économies avant d'aller augmenter la flat tax. Mais voilà, chacun a sa vision, des choses et moi, vous connaissez, j'ai une vision qui est très libérale du marché et c'est aussi pour ça que je cherche des pays qui ont plutôt cette vision-là et pas forcément des pays où ils vont faire qu'augmenter les taxes pour augmenter les prestations sociales, et les aides. Aura-t-on les résultats du chômage vers quelle heure tu penses? Je pense que c'est du chômage US que tu parles parce que le chômage français, j'en ai aucune idée et même le chômage US, j'en ai aucune idée d'à quelle heure ça sort. De toute façon, il faut prendre juste le décalage horaire. C'est -6 par rapport à la France, les US, -6, -7. Donc si ça sort à l'horaire d'ouverture qui est en général 9 heures, plutôt aux alentours des 15 heures, mais ça je vois pas en quoi ça t'impacterait quoi que ce soit, en fait. Je vois pas en quoi c'est important et puis ça sera déjà pricé. Les mecs, ils les connaissent, déjà plus ou moins, les chiffres. Tac, tac, tac. Bon, je vais juste vous présenter, bah, du coup, le dernier truc que j'avais. Hop. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a eu le compte justement, on parlait de BNB tout à l'heure. Vous voyez? Comme quoi ça peut arriver, de manière importante, qui a été compromis et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il y a eu un lien de phishing qui a été mis en place. Alors, qu'est-ce que c'est le phishing? Le phishing, c'est tout simplement une méthodologie, c'est pas forcément un lien, c'est une méthodologie qui a pour vocation soit à récupérer vos informations personnelles, soit à vous faire faire une action que vous n'avez pas forcément envie de faire. D'où l'importance d'être ultra vigilant et même quand ça vient comme ça d'une autorité qui est un peu officielle, c'est vous êtes pas à l'affût qu'ils aient été compromis et donc il faut être ultra vigilant et y avoir des garde-fous. D'où la séparation des fonds sur les wallets, de ne pas prendre des choses qui sont trop belles pour être vraies. Si par exemple, ils vous disent, je sais pas, même si ça vient du compte, officiel, on vous offre, je sais pas, 100 USDT, si vous cliquez sur le lien, c'est pas normal, ça marche pas comme ça. Il y a pas d'argent gratuit dans ce monde. Ne pensez pas ça, il y a pas d'argent gratuit. Il y a pas d'argent qui tombe du ciel comme ça, sans avoir rien fait, juste par le Saint-Esprit. Ça marche pas. C'est pas la réalité. D'où l'importance d'apprendre à se protéger, de comprendre, d'avoir des garde-fous. Même si jamais vous cliquez sur ces liens-là, bah, vous avez, la possibilité d'avoir des garde-fous et de vous protéger et surtout ne jamais donner votre, site phrase et tous vos mots de sécurité parce que c'est dans ces cas-là, en fait, où vous vous faites dépouiller. D'où l'importance voilà, exactement. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est la première chose à retenir sur ce genre de choses et d'être ultra vigilant. Dans la crypto, il y a énormément d'arnaques en permanence. Il faut être d'autant plus vigilant, beaucoup plus que sur les marchés financiers traditionnels. Parce que les peines et les risques sont bien moindres, sont bien moindres. Et à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, ce qui se passe en France là, alors est-ce que c'est moi qui vois passer que ça dans mon feed? Parce que pour le coup, j'ai un feed qui est pure crypto, mais le nombre de d'agressions qu'il y a eu envers des personnes, des investisseurs crypto, avant c'était plutôt des holders, des gestionnaires de société. Mais le nombre je vais vous montrer. Je vais garder voilà, ce genre de news sur des investisseurs en crypto en fait et les mecs agressent les familles. Moi, franchement, ça me choque. Ça me choque et il y en a de plus en plus. Bon,
comme vous le savez, je trouve ça totalement intolérable et autres. Mais je ne sais pas si c'est en ce moment qu'il y a plus de news et du coup on en parle plus, ou en ce moment qu'il y a une recrudescence parce que le marché est un peu haut. À vous de me dire, hein, mais clairement ça me fait flipper pour beaucoup de personnes qui sont, en France à l'heure actuelle qui ont des fonds et vraiment je vous invite à, à vous protéger, à faire le nécessaire pour vous protéger parce que l'État ne le fera pas, clairement. Au mieux, vous aurez un numéro que vous pourrez appeler. C'est cool. Il y a quelqu'un qui rentre armé chez vous, vous avez un numéro pour appeler. Impec. Vos parents se font saucissonner, vous avez un numéro pour appeler. Ah ouais, impeccable. Il y a pas de souci. Donc voilà, franchement, protégez-vous. Là, justement, ça fait partie des prochains sujets, moi, que je vais aborder dans l'accompagnement où, comment est-ce qu'on peut se protéger vis-à-vis de tout ça? Comment est-ce qu'on peut, protéger ses fonds? Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit réagir dans ces cas-là? Et effectivement, c'est le début de la mexicanisation en France. L'archevêque en a parlé dans sa vidéo notamment. Tout à fait. Ouais, ouais, mais il avait déjà fait des tweets à ce sujet-là et je suis d'accord. Surtout pour des personnes qui sont vraiment exposées, heu, surtout pour des personnes qui sont encore plus exposées. D'où l'importance, dans la première chose, c'est de pas vous exposer. N'en parlez pas. Franchement, ne parlez pas autour de vous aux personnes que vous possédez de la crypto et encore moins des fonds que vous avez. Peut-être que vous avez confiance dans votre famille proche, mais ils vont le rapporter à d'autres personnes qui, elles, vont venir vous attaquer, qui, elles, n'auront pas ces scrupules. Et pas assez puni, donc ça va continuer. Ne parlez pas de vos cryptos à personne, surtout quand vous avez performé. Exactement, c'est hyper important. Soyez ultra vigilants sur ça. C'est un des éléments, fondamentaux. Hygiène numérique, très, très important. Heu, avoir plusieurs, hardware wallets, avoir des multisig, il y a plein, plein de choses à mettre en place et si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à rejoindre l'accompagnement parce que ça fait partie des sujets qu'on aborde. On n'est pas là à vous laisser juste en mode, «Ah, c'est votre merde, débrouillez-vous». Ça marche pas comme ça. Et après la justice française, il y a de quoi en parler pendant des heures, mais effectivement, c'est une grosse blague, déjà ne serait-ce que l'autodéfense, c'est une grosse blague en France. Un proche d'Éric Larchevêque s'est fait également séquestrer, il s'en remet petit à petit. Il y en a plein, il y en a plein. Avec mon papa, on en parle, mais oui, je lui ai déjà entendu parler à d'autres. Quand je suis avec lui, je l'entends, je l'engueule. Mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est qu'en fait, en plus, ils ont pas une mauvaise intention, nos parents, nos proches et autres, mais il faut absolument pas, qu'ils aient cet élément-là parce qu'en fait, ils vont tenir des fois des mots qui, pour eux, leur paraissent anodins, mais qui vont avoir un impact énorme. Si, par exemple, je sais pas, tu t'entends très bien avec ton père, tu lui dis: «Bah, voilà, papa, j'ai un BTC, je suis content», quand il va entendre que le BTC est monté, il va en parler, à son pote pendant une partie de pétanque: «Ah, tu sais, mon fils, ouais, il a acheté du bitcoin, et puis il en a un, hein, quand même, et puis, il y en a un qui va avoir une oreille qui va attendre un peu et puis, quelques mois après, quelques semaines, quelques mois après, tu risques d'avoir une visite, malencontreuse, en fait et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Pour ça, il faut être prudent et bien mesurer, bien peser tout ce que vous racontez. Parlez en pourcentage si vous voulez parler avec des mecs qui font de la crypto et autres. Il y a pas de problématique. Ça limitera. Un petit live avec Éric Larchevêque serait-il possible? Vous ne faites pas d'interview de crypto people. On en a fait beaucoup à une époque. Je vais montrer, attends, 2 secondes mon partage d'écran. On en a fait beaucoup. On a arrêté il y a 1 an. C'est moi majoritairement qui les faisais. Je vais reprendre, je vais vous montrer tout ce qu'on a pu faire. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps de les contacter et je l'invite, hein, si, il voit cette vidéo ou ce replay ou si quelqu'un lui partage, je l'invite avec grand plaisir, sur notre chaîne pour échanger de divers sujets. Mais c'est que ça prend beaucoup de temps, en fait, à les contacter, à poser un rendez-vous, à échanger. Certaines personnes ne veulent pas forcément être en live. Du coup, ça facilite pas forcément les choses. Voilà. Par exemple, j'en ai fait une avec Monsieur Rabbit, j'en avais fait une, avec, Kevin Serrou de chez DeFi, Crypto Fuego. J'en ai fait une avec Monsieur TK qui est très, très sympa, je lui passe le bonjour. J'en ai fait une avec, Swiss Bitcoin Pay, Jimmy. J'en ai fait une avec, Safe Return, Romain de chez Safe Return. J'en ai fait 2 avec les équipes de chez, Realty, avec les fondateurs puis avec les équipes. J'en ai fait une avec, Ovaly. On en a fait une avec, Nathan qui est advisor.
On en avait fait une avec le fondateur de MT Pèlerin, Arnaud Salmon, qui est très, toutes les personnes que j'ai eues, étaient très, très sympathiques. Ça, c'est une personne que j'ai rencontrée sur la partie régulation crypto, très sympathique également, j'ai rencontré en Estonie. Carlita qu'on avait, avec lequel on a échangé, Julien, que j'ai vu même plusieurs fois après derrière, en perso, chez Plutus aussi. On a fait voilà, on en a fait plusieurs avec TK, on en a fait avec Relay, Versity, Wine. Bah, ça, c'était avec les frères Jacobson à l'époque. On avait fait un concours de barbe, je me rappelle avec les frères Jacobson. Très, très, très sympathique aussi. Vous voyez, on en a fait quelques-uns. Je dis pas qu'on en a fait, 200, mais j'avais pris quand même pas mal de temps pour en faire. Le problème, c'est que ça prend du temps de les contacter, d'échanger, de se mettre en relation, de faire et c'est pas forcément celles qui ont fait le plus de vues, en fait. Les interviews, alors j moi, j'aime bien tomber sur des interviews et autres de personnes parce qu'en plus, on leur posait des questions qui étaient, il y avait pas de limite. Sur la plupart, on c'est la il y a aucune personne qui nous dit: «Non, mais ces questions-là, vous ne me les posez pas». On leur envoyait une trame de questions et puis après, je reprenais la balle au fur et à mesure et je grattais. Il y a plein de points que la communauté nous posait, sur lesquels les autres lives osaient pas poser la question et sur lesquels on est allé, détailler. Heu, J'étais passé à côté. Ouais, ouais, mais c'est pour ça après, on n'en fait plus forcément la promotion et qu'elle date d'il y a un peu plus d'un an. Mais oui, oui, on en avait fait pas mal. Puisque voilà, ça prend beaucoup de temps à aller chercher tout ça et à mettre en place, ça. Et qu'on préfère vous faire des lives comme ça, là, en direct où on apporte, mais comme je dis, hein, toutes les personnes de l'écosystème crypto et même de la finance tradi qui ont, un peu de bouteilles ou des boîtes et autres, on les invite avec très grand plaisir. Vraiment toutes les personnes qui m'entendent sur ce live et qui veulent faire passer l'info, avec très grand plaisir. Vous nous contactez, via, Twitter, via Telegram, via, même là en message, dessous le live ou même pendant un live, on s'organise et on fait ça. Éric Larchevêque a le mérite de faire des belles vidéos explicatives, crypto, tax du cuban, entrepreneuriat. Et elle va en poupe, il prend des temps de répondre aux questions hallucinantes sur X. Ouais, exactement. Ouais, ouais, mais comme je dis, hein, vraiment, je l'invite avec, très grand plaisir. Vraiment, je l'invite avec très grand plaisir et on parlera, de ce qu'on a envie de parler sur ces différentes choses. Pour ça. On n'est pas dans une guéguerre à dire: «Ah non, on est la seule chaîne crypto, il faut absolument pas qu'il en parle». C'est un entrepreneur qui a fait énormément de choses pour, l'écosystème, crypto avec, Ledger. Je parle majoritairement de la société Ledger parce que c'est celle que je vais connaître le mieux avec ses produits. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément tous les 2 d'accord sur des visions, mais ce qui est normal en fait comme toute personne. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se rejoint en fait. Et sur les appels qu'il fait à sa communauté en disant, «Partez à l'étranger si vous entreprenez», je le comprends parfaitement. Et c'est quelque chose que je pousse aussi, ouais. Appel SBF, il a du temps à perdre en ce moment. Ouais, exactement. Le problème, c'est que je pense que la communication va avoir un peu de mal à passer et on cherche majoritairement à faire des interviews avec des francophones. Pour pousser un peu l'écosystème, francophone aussi, vis-à-vis de tout ça et puis voilà. Après moi, j'étais déjà intervenu sur deux trois chaînes aussi d'autres personnes, qu'on connaissait. Mais c'est pareil aussi, les gens, c'est pas forcément réciproque et donc des fois, ça fait quand même beaucoup de travail de notre côté et peu de plus-value qu'on peut vous apporter. Du coup, ça nous embête un petit peu.